Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. J'ai mal à la tête aujourd'hui. J'ai hésité à lire. Mais il semblerait que ce soit une des choses que je préfère lire, donc. Et aussi à haute voix. Donc j'avais quand même envie de lire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Nous en sommes, je ne sais pas, au chapitre 18. Je vous dis à tout à l'heure. Merci encore. 18. Quand Byron arriva en ville, il apprit qu'il ne pourrait pas voir le shérif avant midi, car le shérif serait occupé toute la matinée avec la session spéciale des assises. « Il vous faudra attendre, lui dit-on. »« Oui, dit Byron, je sais comment. »« Comment quoi ?» Il ne répondit pas. Il quitta le bureau du shérif et s'arrêta sous les arcades qui faisaient face au côté sud de la place. De l'étroite galerie dallée s'élevaient des piliers de pierre, arqués, rongés par les intempéries, salis par des générations de jets de tabac. Sous la galerie, réguliers, constants, graves dans leur oisiveté, avec çà et là, debout, immobiles ou causant entre eux du coin de la bouche des hommes jeunes, des gens de la ville parmi lesquels Byron sait qu'il y a des commis, de jeunes hommes de loi et même des marchands, tous empreints du même air d'autorité, comme des policiers déguisés auxquels il est indifférent que leur déguisement cache le policier ou non. Des paysans en blouse allaient et venaient. Ils ressemblaient un peu à des moines dans un cloître. Ils parlaient tranquillement entre eux de récolte, d'argent. De temps à autre, ils regardaient en l'air tranquillement, vers le plafond, au-delà duquel les membres du jury s'apprêtaient, derrière des portes verrouillées, à trancher la vie d'un homme que la plupart d'entre eux ne connaissaient même pas de vue. Et cela parce que cet homme avait tranché la vie d'une femme qu'un nombre encore bien plus considérable n'avait même jamais vue. Les charrettes et les autos couvertes de poussière dans lesquelles ils étaient venus étaient rangées autour de la place et de chaque côté des rues adjacentes. Les femmes et les filles qui les avaient accompagnés entraient, sortaient des boutiques, en groupe, lentement et sans aucun but, comme du bétail ou des nuages. Byron resta un moment immobile, sans s'appuyer à rien. Lui, le petit homme qui habitait la ville depuis 7 ans et dont les habitudes étaient connues d'encore bien moins de campagnards que le meurtrier ou la victime. Byron n'en avait pas conscience, et maintenant cela lui était bien égal, alors qu'une semaine plus tôt, il en eût été autrement. Alors il ne serait jamais resté ainsi, là où tout le monde pouvait le voir, peut-être le reconnaître. Byron Bunch qui a biné la récolte d'un autre sans la partager par moitié. Le type qui a pris soin de la putain d'un autre pendant que cet autre s'occupait à gagner $1000. Et tout cela pour rien. Byron Bunch qui a veillé à la réputation de la femme quand la femme qui la possédait et l'homme à qui elle l'avait confiée ne s'en étaient guère embarrassés. Byron Bunch, qui a veillé à ce que le bâtard du type naisse en paix et tranquillement et à ses frais et qui, pour tout paiement, a entendu l'enfant crier une seule fois. Byron Bunch qui, en échange, a simplement été admis à aller chercher l'autre type pour le lui ramener sitôt les $1000 touchés et quand Byron Bunch était devenu inutile. Byron Bunch. Et maintenant je peux partir, pensa-t-il. Il se mit à respirer profondément. Il pouvait se sentir lui-même respirer comme si, à chaque fois, ses poumons avaient peur de ne pouvoir, à la prochaine inspiration, absorber assez d'air, comme s'il craignait que quelque chose de terrible n'arrivât, comme s'il pouvait se regarder lui-même tout le temps, regarder sa poitrine sans y percevoir aucun mouvement. Ainsi, lorsque la dynamite se prépare pour le maintenant. Maintenant, la forme extérieure du tube ne change pas. Et les gens qui passaient ne pouvaient noter aucun changement. C'était toujours le même petit homme qu'on ne penserait jamais à regarder 2 fois, qu'on ne soupçonnerait jamais d'avoir fait ce qu'il a fait, d'avoir ressenti ce qu'il a ressenti. Le petit homme qui avait cru que là-bas, seul à la Syrie, le samedi après-midi, il ne courait aucun danger. Il marchait au milieu des gens. « Il faut que je m'en aille quelque part », pensait-il.
Pourquoi ne pas rythmer son pas sur cette phrase ? Il faut que je m'en aille quelque part. Cela le conduirait. Il répétait encore ces mots quand il atteignit la pension de famille. Sa chambre donnait sur la rue. Avant de s'être rendu compte qu'il la regardait, il détournait les yeux. Je pourrais voir quelqu'un en train de lire ou de fumer à la fenêtre, pensait-il. Il entra dans le vestibule. Après la vive lumière du matin, il ne put tout d'abord rien voir. Il pouvait sentir l'odeur de linoléum humide et de savon. C'est toujours lundi, pensa-t-il. J'avais oublié ça. C'est peut-être lundi prochain. Il me semble que ça devrait être ainsi. Il n'appela pas. Au bout d'un instant, il commença à voir. Il pouvait entendre le balai dans le fond du couloir, dans la cuisine peut-être. Puis, dans le rectangle de lumière qui était la porte du fond, ouverte aussi, il aperçut la tête de Mrs. Bird qui se penchait, puis son corps, en ombre chinoise, s'avança dans le corridor. « Tiens, dit-elle, mais c'est Mr. Byron Bunch. »« Mr. Byron Bunch !» ?»« Oui, dit-il, pensant. Il n'y a qu'une grosse dame qui n'a jamais connu d'autre souci que son seau et sa lavette pour se figurer ainsi qu'elle doit faire son possible pour ne pas... » Et, de nouveau, il ne peut pas trouver le mot que Hightower saurait, le mot qu'il emploierait, sans avoir même à y penser. On dirait que non seulement je ne peux rien faire sans l'y mêler, mais que je ne peux même pas penser sans son aide. Parfaitement, dit-il. Et il resta là, sans même pouvoir lui dire qu'il venait prendre congé d'elle. Je ne viens peut-être pas pour cela, pensa-t-il. M'est avis qu'on ne peut pas quitter une chambre en un jour lorsqu'on y a vécu pendant 7 ans. Seulement, je ne crois pas que ça l'empêche de la louer, cette chambre. Je crois que je vous dois un peu de loyer, dit-il. Elle le regarde. Elle a un visage dur, confortable, empreint cependant d'une certaine bonté. Loyer de quoi, dit-elle. Je croyais que vous étiez installé, décidé à camper sous votre tente tout l'été. Elle le regarde, puis elle le lui dit. Elle le lui dit gentiment, délicatement, avec ménagement. J'ai déjà touché le loyer de votre chambre. Oh, dit-il. Oui, je vois. Oui. Il regarde tranquillement l'escalier que recouvre un linoléum à raie, bien entretenu, et à l'usure duquel ses propres pieds ont contribué. Quand le nouveau linoléum avait été posé, 3 ans auparavant, il avait été le premier pensionnaire à marcher dessus. « Oh, dit-il, alors m'est avis que je ferais mieux. » Elle répondit à cela aussi brusquement, sans dureté. « Je m'en suis occupée. J'ai mis tout ce que vous aviez laissé dans votre valise. Elle est dans ma chambre. Cependant, si vous voulez monter voir par vous-même... » « Non, je suis sûre que vous avez ramassé tout ce que... » Alors, m'est avis que je... Elle le regardait. « Ah, les hommes, dit-elle. Ça ne m'étonne pas que les femmes perdent patience avec vous. Vous ne connaissez même pas les limites de vos diableries. Ce qui, du reste, pourrait facilement se mesurer avec une épingle. Car m'est avis que si ça n'était pas que vous trouvez toujours quelques femmes pour vous aider, on vous ferait tous monter au paradis avant l'âge de 10 ans, tous autant que vous êtes. » « Je ne crois pas que vous ayez rien à dire contre elle, dit-il. Non, pour sûr, pas besoin. Pas plus que les autres femmes qui s'apprêtent à le faire. Je ne dis pas que ce ne soit pas les femmes qui aient le plus potiné. Mais si vous aviez autre chose qu'une cervelle d'homme, vous sauriez que les femmes ne veulent jamais rien dire quand elles parlent. C'est les hommes qui prennent les paroles au sérieux. Il n'y a pas une seule femme qui vous blâme, ni elle ni vous. Parce que toutes les femmes savent bien qu'elles n'avaient pas de raison de se mal conduire avec vous, sans même parler du bébé. Ou avec un autre pour le moment. Elles n'avaient point à le faire. Est-ce que vous et ce pasteur et tous les autres hommes qui connaissent son histoire, est-ce que vous n'avez pas déjà fait pour elle tout ce qu'elle pouvait désirer ? Pourquoi se conduirait-elle mal ? Je voudrais bien le savoir. Oui, dit Byron. Il la regardait maintenant. Je venais juste pour... Elle répondit à cela aussi avant qu'il eût fini de parler. « M'est avis que vous allez nous quitter bientôt. » Elle le regardait. « Qu'a-t-on fait ce matin au tribunal ? » « Je ne sais pas, ce n'était pas encore fini. »« Je me doute de ça aussi. On va mettre le plus de temps possible, prendre le plus de peine possible, le plus possible de l'argent du comté pour régler ce que nous autres femmes, on aurait pu régler en 10 minutes samedi soir. Être bête à ce point. Ce n'est pas Jefferson qui le regrettera. On pourra se passer de lui. » Mais être assez bête pour croire que tuer une femme pourrait faire plus de bien à un homme que tuer un homme n'en ferait pas à une femme. Ils vont sans doute remettre l'autre en liberté, maintenant. Oui, je suppose. Et pendant un temps, on a cru qu'il était complice, et on va lui donner ces $1000 pour lui prouver qu'on est restés bons amis. Et alors ils pourront se marier. C'est à peu près ça, hein ? Oui.
Il pouvait sentir qu'elle l'observait sans hostilité. « Comme ça, je devine que vous allez nous quitter. M'est avis que vous devez avoir l'impression qu'il n'y a plus rien à faire pour vous à Jefferson, hein ? Quelque chose comme ça. Je crois qu'il faut que je m'en aille. Enfin, Jefferson est une bonne ville, mais pas si bonne qu'un vagabond comme vous ne puisse trouver dans une autre assez de diablerie et d'histoire pour l'occuper. Vous pouvez laisser votre valise ici jusqu'à votre départ si vous voulez. » Il attendit jusqu'à midi. Et même plus tard, jusqu'au moment où il crut que le shérif aurait fini de déjeuner. Il s'en alla alors chez le shérif. Il ne voulut pas entrer. Il attendit devant la porte que le shérif sortît, le gros homme avec des petits yeux comme des morceaux de mica incrustés dans sa face grasse et immobile. Ils se mirent à l'écart, à l'ombre d'un arbre, dans la cour. Il n'y avait pas de siège. Ils ne s'accroupirent pas non plus sur leurs talons comme ils l'eussent fait d'ordinaire, ayant tous deux été élevés à la campagne. Le shérif, tranquillement, écouta l'homme, le petit homme tranquille qui, depuis 7 ans, était pour la ville un mystère sans la moindre importance et qui, depuis 7 jours, était bien près d'être un outrage et un affront public. « Je vois, dit le shérif, vous trouvez qu'il serait temps de les marier. Je ne sais pas, ça le regarde et elle aussi. Mais je crois quand même qu'il ferait aussi bien d'aller la voir. M'est avis que c'est le moment. Vous pourriez le faire accompagner par un agent. Je lui ai dit qu'il viendrait la voir ce soir. Ce qu'ils feront alors, c'est leur affaire, ce n'est pas la mienne. »« Certainement, dit le shérif, ce n'est pas la vôtre. Et qu'allez-vous faire maintenant, Byron ? » ?»« Je ne sais pas. » Il regardait son pied dont il grattait la terre lentement. Il l'observait. « J'ai pensé à aller à Memphis. Il y a 3 ans que j'y pense. Je ferais peut-être ça. Il n'y a rien dans ces petites villes. Certainement, Memphis n'est pas mal pour ceux qui aiment les grandes villes. Et comme vous n'êtes pas empêtré d'une famille et que vous n'avez personne à traîner avec vous, je crois que si j'avais été célibataire il y a 10 ans, j'aurais fait ça aussi. Je ne serais probablement pas où j'en suis à l'heure qu'il est. Vous comptez partir tout de suite, j'imagine. Bientôt, je pense. » Il leva les yeux puis les rabaissa. Il dit « J'ai quitté la Syrie ce matin. » »« Évidemment, dit le shérif. Je pensais bien que vous n'aviez pas fait tout ce trajet depuis midi avec l'intention d'être de retour là-bas à 1 heure. » Ah, on dirait qu'il s'arrêta. Il savait que ce soir, la mise en accusation serait terminée et que Brown ou Birch seraient libres, sauf obligation de comparaître comme témoin à la session du mois suivant. Mais même sa présence ne serait pas absolument indispensable car Christmas n'avait pas nié et le shérif était persuadé qu'il plaiderait coupable afin de sauver sa tête. Et ça ne fera pas de mal d'inculquer la crainte de Dieu à ce gaillard-là une fois dans sa vie, pensa-t-il. Je crois que nous allons pouvoir arranger ça. Naturellement, comme vous le dites, il faudra que j'envoie un agent avec lui, bien qu'il n'ait guère envie de se sauver, tant qu'il aura quelque espoir de toucher un peu de la prime. Et moyennant qu'il ne sache pas ce qu'il attend quand il arrivera là-bas. Il n'en sait rien encore. Non, dit Byron, il ne sait rien. Il ne sait pas quel est à Jefferson. Je vais donc l'envoyer là-bas sans plus, avec un agent, sans lui dire pourquoi. L'envoyer là-bas, tout simplement. À moins que vous ne vouliez l'y conduire vous-même. Non, dit Byron, non. Mais il ne bougeait pas. Je vais tout simplement faire ça. Vous serez parti sans doute à ce moment-là. Je le ferai accompagner par un agent. À 4 heures, ça ira ? Très bien. Vous êtes bien bon. Vous avez bien de la bonté. N'en parlons pas. Des tas de gens ont été bons pour elle depuis son arrivée à Jefferson. Allons, je ne vous dis pas adieu. Jefferson vous reverra bien un de ces jours. Je n'ai encore jamais connu personne qui, ayant vécu ici quelque temps, en soit parti pour tout de bon. Sauf peut-être le type là-bas en prison. Mais il plaidera coupable, je suppose. Sauver sa tête. La sortie de Jefferson en tout cas. La sortir de Jefferson en tout cas. Ce n'est pas drôle pour cette vieille dame qui croit être sa grand-mère. Le vieux était dans le bas de la ville quand je suis rentrée. Il hurlait et se démenait. Il traitait tout le monde de lâche parce qu'on n'allait pas le chercher dans sa prison pour le lyncher. Il se mit à ricaner lourdement. Il ferait bien de se méfier parce que Percy Grimm et sa bande pourraient bien lui tomber dessus. Il se calma. Ce n'est pas drôle pour elle, pour les femmes. Il regarda Byron de profil. Ça n'a pas été drôle pour beaucoup d'entre nous. Enfin, vous reviendrez un de ces jours, sans tarder. Jefferson vous traitera peut-être un peu mieux la prochaine fois. À 4 heures de l'après-midi, caché, il voit arriver l'auto. Elle s'arrête. Et l'agent et l'homme qu'il connaissait sous le nom de Brown en descendent et s'approchent de la cabane. Brown n'a plus de menottes. Et Byron les voit arriver à la case. Et il voit l'agent qui pousse Brown et le fait entrer.
Puis la porte se referme derrière Brown, et l'agent s'assied sur le seuil et tire une blague à tabac de sa poche. Byron se lève. « Je peux partir maintenant, pense-t-il. Maintenant, je peux partir. » Sa cachette est un bouquet d'arbres sur la pelouse où autrefois s'élevait la maison. De l'autre côté du bosquet, invisible à la fois de la case et de la route, sa mule est attachée. Derrière la selle usée, une vieille valise jaune est ficelée. Elle n'est pas en cuir. Il enfourche la mule et la dirige vers la route. Il ne se retourne pas. La route, d'un rouge pâle, s'allonge, monte dans la paix de l'après-midi finissante. Enfin, une côte, je peux supporter ça, pense-t-il. Supporter une côte. C'est une chose qu'un homme peut faire. Tout est paisible, calme, empreint d'une familiarité que 7 ans ont formée. Apparemment, un homme peut tout supporter. Il peut même supporter ce qu'il n'a jamais fait. Il peut même supporter l'idée que certaines choses dépassent légèrement la limite de ce qu'il peut supporter. Il peut même supporter l'idée que s'il pouvait se laisser aller à pleurer, il ne le ferait pas. Il peut même supporter l'idée de ne pas se retourner, même quand il sait que se retourner ou ne pas se retourner, ça revient en somme à la même chose. La route monte, arrive sur la crête. Il n'a jamais vu la mer et il pense, c'est comme le bord du néant. L'impression qu'en franchissant ce bord, je tomberais à pic dans le néant. Là où les arbres ressembleraient à toute autre chose qu'à des arbres. Là où ils porteraient un autre nom. Là où les gens s'appelleraient autre chose que des gens. Et Byron Bunch n'aurait même pas à être ou à ne pas être Byron Bunch. Byron Bunch et sa mule réduisent à rien par leur chute rapide jusqu'au moment où ils prendraient feu, comme le révérend Hightower dit que cela arrive à ces roches qui vont si vite dans l'espace qu'elles s'enflamment et se consument sans même laisser une escarbille qui puisse tomber sur terre. Mais voici que derrière la crête de la colline commence à s'élever ce qu'il savait bien être là, les arbres qui sont des arbres, la distance terrible, monotone, que, mu par le sang, il doit éternellement parcourir entre deux horizons inévitables de la terre inflexible. Ils s'élèvent sans cesse. Ils n'ont rien de sinistre, rien de menaçant. Oui, c'est cela. Ils oublient qu'il est là. Ignorance, indifférence, pense-t-il. Il me semble qu'ils disent très bien. Tu dis que tu souffres, très bien. Mais d'abord, ce que nous en savons, c'est uniquement parce que tu nous le dis. Et en second lieu, tu nous dis seulement que tu es Byron Bunch. Et en troisième lieu, tu n'es que l'homme qui se baptise Byron Bunch. Aujourd'hui, maintenant, à cette minute même. Eh bien, pense-t-il, si ça n'est que ça, autant m'offrir la satisfaction de ne pouvoir supporter un regard en arrière. Il arrête sa mule et se retourne sur sa selle. Il ne s'était pas rendu compte qu'il était arrivé si loin et que la colline était si haute. Comme une vasque peu profonde, l'ancien grand domaine qui, 70 ans auparavant, était une plantation, s'étend à ses pieds entre lui et l'autre colline sur laquelle Jefferson est bâti. Mais maintenant, la plantation est morcelée par un éparpillement de cases de nègres, par des carrés de jardin, des champs morts, ravinés par l'eau, étouffés sous les chênes nains, les sassafras, les persimons et la bruyère. Mais droit au centre, le bouquet de chênes s'élève toujours comme au temps où la maison y fut construite. Mais la maison a disparu. De l'endroit où il regarde, il ne peut même pas distinguer les traces de l'incendie. Il ne pourrait même pas dire où elle se trouvait. Sans les chênes, sans l'écurie en ruine et la cabane plus loin, la cabane vers laquelle il regarde. Elle est là, calme et entière sous le soleil du soir. On dirait presque un jouet. Comme un jouet, l'agent est assis sur le seuil. Puis, tandis que Byron regarde un homme, comme par enchantement, apparaît par derrière. Il court. Il se sauve en courant derrière la cabane, tandis que devant, sur le seuil, l'agent assis, qui ne soupçonne rien, attend, très calme, sans bouger. Byron, lui aussi, reste un instant immobile, à demi tourné sur sa selle, et il regarde la petite silhouette qui, sur la pente aride, derrière la cabane, s'enfuit dans la direction des bois. Alors, un vent froid, cinglant, semble le traverser. Un vent à la fois doux et violent qui éparpille, comme des fétus de paille, des débris, des feuilles mortes, tous ses désirs, ses désespoirs, ses rêves tragiques et fous et sa misère irrémédiable.
Sous les coups même de la rafale, il lui semble être refoulé en arrière, vide à nouveau, sans rien en lui de ce qui n'y était pas 15 jours auparavant, avant le jour où il l'a rencontré. En cet instant, son désir est plus que du désir. C'est une conviction calme, certaine. Avant de s'être rendu compte que son cerveau a commandé sa main, il a fait tourner sa mule et le voilà qui galope le long de la crête, parallèlement à la direction que prenait l'homme quand il entra sous bois. Il ne s'est même pas dit le nom de l'homme à lui-même. Il ne se demande pas où va l'homme, ni pourquoi il se sauve. Il ne lui vient pas une seule fois à l'esprit que Brown s'enfuit à nouveau, comme il l'avait prédit lui-même. Si cette idée l'a effleuré, il a pensé probablement que Brown, selon sa coutume, est engagé dans quelque affaire parfaitement légitime concernant son départ et celui de Lena. Mais il n'y pense pas un seul instant. Il ne pense pas à Lena. Elle est absente de son esprit aussi totalement que s'il ne l'avait jamais vue, que s'il n'avait jamais entendu prononcer son nom. Il pense « J'ai pris soin de sa femme pour lui et j'ai mis son enfant au monde pour lui. Et maintenant, il y a encore une chose que je peux faire pour lui. Je ne peux pas les marier parce que je ne suis pas pasteur et je ne pourrais peut-être pas le rattraper parce qu'il a de l'avance sur moi. Et si je l'attrape, je ne pourrais peut-être pas le rosser parce qu'il est bien plus grand que moi. Mais je peux essayer de le faire. » Quand l'agent est venu le chercher dans sa prison, Brown lui a demandé tout de suite où ils allaient. « En visite », dit l'agent. Brown a reculé et a regardé l'agent avec son beau visage faussement audacieux. « Je ne veux aller voir personne, dit-il. Je suis étranger au pays. »« Vous seriez étranger n'importe où, même chez vous, dit l'agent. Allons, en route. »« Je suis citoyen américain, dit Brown. J'ai des droits, je suppose. Quand même, je ne porte pas d'étoile en fer blanc sur mes bretelles. » Quand même, je ne porte pas d'étoile en fer blanc sur mes bretelles. Pour sûr, dit l'agent, c'est justement pour ça que je suis ici, pour vous aider à obtenir ce qui vous revient. Le visage de Brown s'épanouit, le reflet d'un éclair. Est-ce qu'on va me payer ? La prime, pour sûr. Je vais vous emmener dans un endroit où, si on vous doit une prime, vous pouvez être sûr qu'on vous la donnera. Brown se calma et se mit en marche, mais il regardait toujours l'agent d'un œil soupçonneux. C'est une drôle de façon de faire les choses, dit-il. Me garder en prison pendant que ces enfants de garce s'efforcent de me refaire. J'ai l'idée qu'on ne l'a point encore chienné, l'enfant de garce qui pourra vous refaire, dit l'agent. Allons, on nous attend. Ils sortirent de la prison. Sous l'éclat du soleil, Brown cligna des yeux, regarda de ci, de là, puis secouant la tête, il regarda par-dessus son épaule à la manière des chevaux. L'auto attendait le long du trottoir. Calme, circonspect, Brown regarda l'auto, puis l'agent. « Où allons-nous avec cette auto ?» dit-il. « Ce matin, le tribunal n'était pas trop loin pour que j'y aille à pied. »« Watt a envoyé l'auto pour vous aider à rapporter la prime, » dit l'agent. « Montez !» Brown grogna. Il est devenu bien prévenant tout à coup. Une auto pour circuler et pas de menottes, et rien qu'un type pour m'empêcher de me sauver. « Je vous empêche point de vous sauver, » dit l'agent. Il interrompt la mise en marche de l'auto. « Vous avez envie de vous sauver ?» Brown le regarde fixement, l'œil sombre, outragé, soupçonneux. « Je vois, dit-il. C'est donc ça, son astuce. Il veut me pousser à me sauver pour pouvoir toucher lui-même les $1000. Et quelle commission vous a-t-il promise ? Moi, je vais toucher exactement comme vous, à 1 cent près. » Brown regarda longuement l'agent. Il jura, sans motif, d'une façon à la fois violente et faible. « Allons, dit-il. Si nous devons partir, autant le faire tout de suite. » Ils roulèrent jusque sur les lieux du crime et de l'incendie. À intervalles à peu près réguliers, Brown retournait la tête comme ferait une mule courant devant une auto sur une route étroite. « Qu'est-ce que nous venons faire ici ?»« Cherchez votre prime, dit l'agent. Où va-t-on me la donner ? Là-bas, dans cette case. Elle vous attend là-bas. » Brown regarda autour de lui les débris calcinés de ce qui avait été une maison. Et, tranquille et délabrée sous le grand soleil, la pauvre cabane qu'il avait habitée pendant 4 mois. Son visage était grave, alerte. Il y a quelque chose de drôle dans tout ça. Faudrait pas que Kennedy se figure qu'il peut empiéter sur mes droits rien que parce qu'il porte une sale petite étoile en fer blanc. « Marchez, dit l'agent. Si la prime ne vous convient pas, je vais vous attendre ici pour vous ramener en prison dès que vous le voudrez, aussitôt que vous le voudrez. » Il poussa Brown, ouvrit la porte de la case, l'y poussa, referma la porte derrière lui et s'assit sur le seuil. Brown entendit la porte se refermer derrière lui. Il avançait toujours. Alors, tandis qu'il jetait un de ces coups d'œil brusques, rapides, circulaires, comme si ses yeux ne pouvaient retarder la complète inspection de la chambre, il s'arrêta pétrifié.
de son lit. Léna vit la cicatrice blanche au coin de la bouche s'évanouir complètement. On eût dit que le sang, affluant par derrière, l'avait arraché en passant comme on arrache du linge de la corde où il sèche. Elle ne dit rien. Elle restait là, adossée à ses oreillers, le regardant de ses yeux calmes où il n'y avait rien, ni joie, ni surprise, ni reproche, ni amour. Sur le visage de l'homme passait successivement le choc, l'étonnement, l'outrage, puis la terreur. Et chacun de ces sentiments se moquait tour à tour de la petite cicatrice blanche révélatrice, tandis que, sans arrêt, çà et là, autour de la chambre vide, ses yeux tournèrent, harcelés, désespérés. Elle le regarda qui tentait de les maîtriser comme deux bêtes terrifiées pour les forcer à rencontrer les siens. « Tiens, tiens, dit-il. Tiens, mais c'est Léna !» Elle le regarda maintenir ses yeux à la hauteur des siens comme deux bêtes prêtes à s'échapper, comme s'il savait que s'il les laissait s'échapper cette fois, il ne pourrait pas les rattraper, il ne pourrait plus les tourner, il serait perdu à jamais. Elle pouvait presque voir son esprit s'égarer, errer sans arrêt, harcelé, terrifié, cherchant des mots que sa voix, sa langue ne pouvait prononcer. « Mais ma parole, c'est Léna. Mais oui, comme ça, t'as donc reçu mon mot ? Sitôt arrivé ici, je t'ai envoyé un mot, le mois dernier, sitôt que j'ai été installée. Et je croyais qu'il s'était perdu. C'était un type dont je connaissais pas le nom, mais il m'avait promis qu'il s'en chargerait. Il ne m'inspirait pas grande confiance, mais j'ai dû me fier à lui. Mais j'ai pensé, en lui donnant les $10 pour tes frais de voyage, qu'il... » La voix s'éteignit, quelque part, derrière les yeux désespérés. Cependant, elle pouvait voir encore son esprit s'élancer comme par pitié, sans rien. Elle le regardait de ses yeux graves, fixes, intolérables. Elle le regardait tâtonner, virer, se dérober jusqu'au moment où tout ce qui restait d'orgueil en lui, tout l'orgueil blessé qui était son désir de justification, finit par disparaître, le laissant nu. Alors, pour la première fois, elle parla. Sa voix était calme, unie, froide. « Viens ici, dit-elle. Viens, il ne te mordra pas. » Quand il bougea, ce fut pour s'approcher sur la pointe des pieds. Elle le remarqua, bien qu'alors elle ne le regardât plus. Mais elle le savait, tout comme elle savait qu'il était debout maintenant, en proie à une sorte de terreur gauche et méfiante, debout près d'elle et près de l'enfant endormi. Mais elle savait que ce n'était point à cause de l'enfant. Elle savait que, dans ce sens-là, il n'avait même pas vu l'enfant. Elle pouvait voir, sentir encore que son esprit travaillait. Il va faire semblant de n'avoir pas peur, pensait-elle. Il n'aura pas plus honte de mentir pour me cacher sa peur qu'il n'a eu honte d'avoir peur quand il s'est agi de mentir. « Tiens, dit-il. Alors le voilà. Mais oui. »« Oui, dit-elle. Veux-tu t'asseoir ?» La chaise que Hightower avait approchée était toujours là, près du lit. Il l'avait déjà remarquée. Elle avait tout préparé pour moi, pensa-t-il. Il se remit à jurer, en silence, harcelé, furieux. « Les enfants de garce, les enfants de garce !» Mais quand il s'assit, sa figure était presque douce. « Et oui, nous revoilà ensemble, tout comme je l'avais combiné. J'aurais bien voulu que tout fût prêt pour ton arrivée, seulement voilà, j'ai été si occupée tous ces temps, et cela me rappelle que, de nouveau, il fit ce mouvement brusque, ce mouvement de mule qui regarde en arrière. Elle ne le regardait pas, elle dit « Il y a un pasteur ici, il est déjà venu me voir. »« Parfait, dit-il. » Sa voix était sonore, joviale. Pourtant, la jovialité, comme le timbre, semblait aussi éphémère que le son des mots. Le tout s'évanouit, ne laissant rien, pas même une pensée définie dans l'oreille ou dans l'entendement. « C'est parfait. Dès que j'aurai mis toutes ces affaires à jour, » il agita le bras dans un geste vague, circulaire, tout en la regardant. Son visage uni était sans expression. Ses yeux étaient doux, alertes, secrets, avec pourtant au fond un peu de cette lueur harcelée, désespérée. Mais elle ne le regardait pas. « Dans quoi que tu travailles à présent ? À la scierie ?» Il l'observait. « Non, j'ai renoncé à ça. » Ses yeux l'observaient. On aurait dit que ce n'étaient pas ses yeux, qu'il n'avait aucun rapport avec le reste de lui-même, avec ce qu'il faisait, avec ce qu'il disait. Mais chiné comme un nègre 10 heures par jour, j'ai quelque chose en train en ce moment qui rapporte de l'argent. Et pas 15 malheureux petits cents à l'heure. Et dès que ça sera terminé, dès que j'aurai réglé encore 1 ou 2 petits détails, toi et moi, eh bien, on se dur, intense, secret. Ses yeux la regardaient le profil de sa tête baissée. De nouveau, elle entendit ce bruit soudain, léger, quand il releva la tête et regarda derrière lui. Et cela me rappelle qu'elle n'avait pas bougé. Elle dit « C'est pour quand, Lucas ?» Elle put entendre alors, sentir une immobilité totale, un silence absolu. « Pour quand quoi ?»« Tu le sais bien, ce que tu as dit, là-bas au pays. Moi, toute seule, c'était très bien, ça m'était égal. Mais maintenant, c'est différent.
Mais t'as vu que j'ai le droit de m'inquiéter maintenant. »« Oh, ça, dit-il, ça. » »« Ne t'inquiète donc pas de ça. Laisse-moi seulement liquider cette affaire-ci et emporter l'argent. Il m'appartient de droit. Il n'y a pas un seul de ces enfants de putain qui... » Il s'arrêta. Il avait commencé à élever la voix comme si, ayant oublié où il se trouvait, il s'était mis à penser tout haut. Il baissa le ton et dit « Laisse-moi faire, ne t'en fais pas. Je ne t'ai jamais donné de motif de te tourmenter, hein ? Réponds-moi. »« Non, je ne me suis jamais tourmentée. Je savais que je pouvais me fier à toi. » « Pour sûr que tu le savais. Et ces enfants de putain ici, c'est... » Il s'était levé de sa chaise, ce qui me rappelle que elle ne le regarda pas, et elle ne parla pas davantage quand il la regarda debout, avec ses mêmes yeux traqués, désespérés et importuns. On eût dit qu'elle le retenait et qu'elle le savait, et qu'elle lui rendait sa liberté de sa propre initiative délibérément. « Alors je suppose que tu as bien des choses à faire en ce moment. » En effet, avec tous les soucis que j'ai eus et ces enfants de garce, elle le regardait maintenant. Elle le regardait qui tournait les yeux vers la fenêtre, dans le fond de la pièce. Puis il regarda derrière lui vers la porte fermée. Puis il la regarda. Il regarda son visage grave, qui avait aussi bien l'air de ne rien savoir que de tout savoir, de tout comprendre. Il baissa la voix. « J'ai des ennemis ici, des gens qui ne veulent pas que je reçoive ce que j'ai gagné. Aussi vais-je. » De nouveau, on eût dit qu'elle le retenait, qu'elle le forçait à ce mensonge, qu'elle l'éprouvait par ce mensonge final contre lequel même la triste lie de son orgueil se révoltait, qu'elle le retenait, non avec des barreaux ou des cordes, mais avec quelque chose contre lequel son mensonge soufflait, comme sur des feuilles ou de la paille. Elle se contenta de l'observer, tandis que, sur la pointe des pieds, il s'approchait de la fenêtre et l'ouvrait sans bruit. Puis il la regarda. Peut-être pensa-t-il qu'il était sauf maintenant, qu'il pouvait sauter par la fenêtre avant qu'elle eût pu le toucher physiquement de la main. Ou peut-être était-ce quelque pauvre reste de honte, comme, un instant auparavant, un pauvre reste d'orgueil. En effet, il la regarda, incapable, en cette minute de verbiage et de mensonge. Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Il y a un homme dehors devant la porte qui m'attend. » Et il disparut par la fenêtre, sans bruit, d'un seul mouvement, un peu comme un long serpent. Par la fenêtre, elle perçut un léger froissement quand il commença à courir. Alors seulement, elle bougea, mais ce ne fut que pour pousser un profond soupir. « Allons, il va encore falloir que je me lève, dit-elle tout haut. » Quand Brown, sortant du bois, débouche sur la voie du chemin de fer, il est haletant. Ce n'est pas de fatigue, bien qu'en 25 minutes, il ait fait environ 2000 en terrain malaisé. C'est plutôt la respiration grondante, mauvaise, d'un animal en fuite. Debout, regardant de chaque côté des rails vides, il offre l'aspect, l'expression d'un animal qui, fuyant seul, sans désir qu'on l'aide, cramponné à la confiance solitaire qu'il a en ses muscles, est, au moment de reprendre haleine, chaque arbre, chaque brin d'herbe, comme si c'étaient des ennemis vivants, est la terre, même qu'il foule, et l'air même dont il a besoin pour reprendre haleine. Il a débouché sur la voie, à quelques 100 mètres du point qu'il avait dans l'idée. C'est le sommet d'une côte où les trains de marchandises qui se dirigent vers le nord ralentissent, prennent une allure rampante, terrible, presque inférieure à celle d'un homme au pas. À peu de distance devant lui, les deux rails brillants semblent coupés net comme par un coup de ciseau. Pendant un instant, il se dissimule derrière l'écran des arbres en bordure de la voie. Il ressemble à un homme qui médite et calcule sans espoir, comme s'il s'efforçait d'imaginer un dernier coup désespéré dans une partie déjà perdue. Après être resté un moment debout, aux écoutes, il tourne et se remet à courir à travers bois, parallèlement au rail. Il arrive bientôt à un sentier qu'il suit, courant toujours, et il débouche dans une clairière où s'élève une case de nègres. Il s'approche lentement cette fois. Sous la véranda, une vieille négresse est assise, la pipe aux dents, la tête enveloppée d'un linge blanc. Brown ne court pas, mais il respire vite, lourdement. Il se calme pour parler. « Hé, auntie, dit-il, y a-t-il quelqu'un ici ?» La vieille négresse retire sa pipe. « Moi, quoi ? J'ai une commission à faire en ville, c'est très pressé. » Il contrôle sa respiration pour pouvoir parler. « Je paierai. Est-ce qu'il n'y a personne ici pour s'en charger ? C'est si pressé que ça, vous feriez mieux d'y aller vous-même. Je paierai, je vous dis. » Il parle avec une sorte de patience rageuse, retenant sa voix, son souffle. « $1, s'il va assez vite. Y a donc personne ici qui a envie d'$1 ? Un de vos garçons ?»
La vieille femme le regarde et fume. Sa vieille face, impénétrable et sombre comme la nuit, semble le contempler avec un détachement presque divin, dénué de sympathie. « $1 comptant ?» Il fait un geste indescriptible, geste de hâte, de rage contenue, presque de désespoir. Il va faire demi-tour quand la négresse se remet à parler. « Il n'y a personne ici sauf moi et les 2 petits. » « M'est avis qu'il serait trop petit pour vous. » Brown se retourne. « Petit comment ? Ce que je veux, c'est simplement quelqu'un qui puisse porter un mot au shérif, en hâte et... »« Au shérif ? Alors vous êtes tombé dans le mauvais endroit. Jamais aucun des miens n'ira jamais tourner autour du shérif. J'ai connu un nègre qui se figurait connaître un shérif assez bien pour aller lui faire des visites. Il n'est jamais revenu. Allez chercher ailleurs. » Mais Brown est déjà en route. Il ne court pas tout de suite. Il n'a pas encore pensé à courir. Pour le moment, il ne peut pas penser du tout. Sa rage, son impuissance touchent presque à l'extase. Il semble méditer maintenant sur l'infaillibilité parfaite, hors du temps, de ses échecs imprévisibles. Comme si le fait même d'en être si constamment victime l'élevait en quelque sorte au-dessus des mesquineries, des espoirs et des désirs humains qu'ils abrogent et annihilent. C'est pourquoi la négresse doit crier 2 fois avant qu'il entende et se retourne. Elle n'a rien dit, elle n'a pas bougé. Elle a crié simplement. Elle a dit « En v'là qui fera votre commission !» Devant la véranda, matérialisée apparemment dans l'air vide, se trouve un nègre qui a l'air soit d'un adulte imbécile, soit d'un enfant précocement développé. Son visage noir est immobile, indéchiffrable aussi. Il se regarde. Ou plutôt, Brown regarde le nègre. Il ne peut pas dire si le nègre le regarde ou non. Et ceci aussi, en quelque sorte, semble juste, et en harmonie avec le reste. Que son dernier espoir, que son dernier ressort dépendent d'une brute qui semble n'avoir même pas assez de cervelle pour trouver la ville, encore bien moins pour y trouver quelqu'un. Brown fait encore un geste indescriptible. Il court presque vers la véranda maintenant, tout en fouillant dans la pochette de sa chemise. « Je veux que tu me portes cette note en ville et que tu me rapportes la réponse, dit-il. Tu peux faire ça ?» Mais il n'attend pas la réponse. Il a sorti de sa poche un bout de papier sale et un bout de crayon mordillé et penché sur la balustrade de la véranda, il écrit péniblement, en hâte, tandis que la négresse l'observe. « Mr. Watt Kennedy, cher monsieur, donnez, je vous prie, au porteur mon argent de prime pour le meurtrier Christmas, enveloppé là dans un papier pour le donner au porteur, votre sincère. » Il ne signe pas. Il le prend, le contemple, tandis que la négresse l'observe. Il contemple le papier innocent et sale. Le griffonnage laborieux et hâtif dans lequel il avait réussi, pour un instant, à enfermer et son âme et sa vie. Puis, il le repose et écrit, pas signé, mais ça va, vous savez qui. Il le plie et le donne au nègre. Porte ça au shérif, à personne d'autre. Crois-tu que tu pourras le trouver ? À moins que le shérif ne le trouve le premier, dit la vieille négresse. Donnez-le lui, il le trouvera s'il est sur terre. Prends ton dollar et file, mon gars. Le nègre était déjà parti. Il s'arrête. Il reste immobile, sans rien dire, sans rien regarder. Sur la véranda, la négresse est assise. Elle fume et regarde le visage de l'homme blanc. Visage faible, figure de loup, belle, spécieuse, mais transformée maintenant en un masque épuisé, astucieux, par une fatigue plus que physique. « Je croyais que vous étiez pressé, dit-elle. « Oui, dit Brown, en sortant une pièce de sa poche. Tiens, si tu me rapportes la réponse dans 1 heure, je t'en donnerai 5 autres comme ça. » « Marche, nègre, dit la femme. T'as pas toute ta journée. C'est ici que vous voulez qu'il vous rapporte la réponse ?» Brown la regarde un instant. Puis de nouveau, la prudence, la honte, tout s'envole. « Non, pas ici. Apporte-la-moi en haut de la côte, là-bas, sur les rails jusqu'à ce que je t'appelle. Et j'aurai l'œil sur toi tout le temps. Ne l'oublie pas. Tu m'entends ? » « Faut pas vous en faire, dit la négresse. Il trouvera bien et il vous rapportera la réponse si rien ne l'arrête. File, mon gars. » Le nègre repart. Mais il n'a pas fait 600 mètres que quelque chose l'arrête. C'est un autre blanc avec une mule. « Où, dit Byron. Où l'as-tu vu ? » Juste maintenant, là-bas, à la maison. L'homme blanc continue avec sa mule. Le nègre le regarde. Il n'a pas montré le billet à l'homme blanc parce que l'homme blanc ne lui a pas demandé à le voir. Et si l'homme blanc ne lui a pas demandé à le voir, c'est peut-être parce que l'homme blanc ne savait pas qu'il avait un billet. Peut-être sont cela les pensées du nègre, car pendant un instant, son visage reflète quelque chose de terrible et de profondément obscur. Puis tout s'éclaire, il appelle, l'homme blanc se retourne, s'arrête. « Mais il n'est plus là-bas, dit le nègre, il a dit qu'il allait m'attendre en haut de la côte, près du chemin de fer. »« Merci bien, dit l'homme blanc. » Le nègre s'éloigne. Brown reprit la direction de la voie. Il ne courait plus. Il se disait « Il ne le fera pas, il ne peut pas. »
Je sais qu'il ne pourra pas le trouver et qu'il ne pourra pas l'obtenir et me le rapporter. Il ne disait pas de nom, il ne pensait pas de nom. Il lui semblait que tous, le nègre, le shérif, l'agent, n'étaient plus que des formes, comme des pièces d'échecs déplacées sans raison, d'une façon imprévisible, par un adversaire qui pouvait deviner ses mouvements avant même qu'il les fît et créait spontanément des règles que lui-même, et non l'adversaire, se trouvait obligé d'observer. Actuellement, il se trouvait hors des limites du désespoir, tandis que, s'écartant des rails, il pénétrait dans les taillis près du sommet de la côte. Il avançait sans hâte maintenant, évaluant la distance comme s'il n'y avait rien d'autre au monde, ou dans sa vie tout au moins. Il choisit une place et s'assit. Il pouvait voir, sans risquer d'être vu, ce qui se passait sur la voie. Mais je sais qu'il ne le fera pas, pense-t-il. Je n'y compte même pas. Si je le voyais revenir l'argent à la main, je ne le croirais même pas. Ce ne serait pas pour moi, j'en suis sûre. Je saurais qu'il y aurait erreur. Je lui dirais « Va donc, ce n'est pas moi que tu cherches ne cherches pas Lucas Birch. Non, non, Lucas Birch ne mérite pas cet argent, cette prime. Il n'a jamais rien fait pour l'avoir. Non, non. » Il se met à rire, accroupi, immobile. Il baisse sa tête fatiguée et rit. Oui, parfaitement, Lucas Birch ne voulait qu'une chose, la justice. Rien que la justice. Non pour leur avoir dit à ses enfants de garce le nom du meurtrier. Et où ils pourraient le trouver. Seulement, ils n'ont pas voulu essayer. Ils n'ont jamais essayé, parce qu'il aurait fallu payer Lucas Birch. Justice. Puis il se met à parler tout haut, d'une voix amère, larmoyante. Justice, pas autre chose. Ce qui m'est dû simplement. Et ces enfants de garce avec leurs petites étoiles en fer blanc et leur serment de protéger les droits des citoyens américains. Il dit cela amèrement, pleurant presque de rage, de désespoir et de fatigue. Ma parole, s'il n'y a pas de quoi vous rendre bolchevique. Puis c'est le silence jusqu'au moment où Byron parle, tout contre lui. Allez, debout. Ce ne fut pas long, Byron le savait. Cependant, il n'hésita pas. Il se hissa jusqu'à ce qu'il pût voir l'autre. Il s'arrêta, regardant la forme couchée et qui ne se doutait de rien. Tu es plus grand que moi, pensa Byron, mais cela m'est égal. Tu as toujours eu l'avantage sur moi. Mais cela m'est égal aussi. En 9 mois, tu as rejeté 2 fois ce que je n'ai jamais eu en 35 ans. Et maintenant, je vais me faire foutre une raclée et cela aussi m'est égal. Ce ne fut pas long. Brown, tournoyant sur lui-même, profite de son propre étonnement. Il ne croyait pas qu'un homme qui surprend son ennemi assis lui permettrait jamais de se relever, même en admettant que l'ennemi ne fût pas le plus grand des deux. Lui-même n'aurait pas fait cela. Et le fait que le plus petit des deux l'avait fait, alors que lui ne l'aurait pas fait, lui semblait pire qu'une insulte. C'était ridicule. Il se battit, par suite, plus sauvagement qu'il ne l'eût fait si Byron lui avait sauté dessus par derrière sans l'avertir. Il se battit avec le courage aveugle, désespéré d'un rat affamé, acculé dans un coin. Il ne fallut pas plus de 2 minutes et Byron se trouva couché tranquillement parmi les fourrés brisés et piétinés. Sur son visage, le sang coulait tranquillement. Il entendit le froissement des taillis qui bientôt cessa, s'évanouit dans le silence, et il se trouva seul. Il ne ressentait aucune douleur et, ce qui valait encore mieux, aucune hâte, aucune urgence de rien faire, d'aller nulle part. Il reste là couché, saignant, très calme, sûr que, dans un instant, il sera toujours assez tôt de rentrer dans le monde, dans le temps. Il ne se demande même pas où Brown est allé. Il n'a pas à penser à Brown pour le moment. De nouveau, son esprit est rempli de formes paisibles, semblables à de vieux jouets d'enfants, brisés, empilés dans le coin d'un placard oublié où la poussière s'accumule tranquillement. Brown, Lena Grove, Hightower, Barron, Bunch. Tous semblables à de petits objets qui n'ont jamais vécu, avec lesquels il a joué dans son enfance et qu'il a brisés et délaissés. Il gît ainsi, quand il entend le train siffler à un passage à niveau à 600 mètres de là. Et cela le réveille. C'est le retour du monde et du temps. Il se soulève lentement, timidement. Enfin, je me suis rien cassé, pense-t-il. Je veux dire, il n'a rien cassé qui m'appartienne. Il se fait tard. Le temps est revenu et avec lui la distance, le mouvement. Oui, il faut que je parte. Il faut que j'aille me mêler d'autres choses. Le train approche. Le rythme de la machine s'est déjà ralenti et est devenu plus lourd à mesure qu'elle gravit la côte. Voici qu'il peut voir la fumée. Il cherche son mouchoir dans sa poche.
Il n'en a pas. Il déchire sa queue de chemise et se tamponne le visage, délicatement, en écoutant le souffle court, détonnant de la locomotive au haut de la côte. Il s'avance à la lisière des fourrés, là où il peut voir les rails. La machine est en vue maintenant. Presque en face de lui, sous les lourdes bouffées de fumée noire. Elle donne une impression terrible d'immobilité. Et pourtant, elle avance, rampe, terrible, jusqu'au sommet de la côte. Debout, à l'orée du bois, il regarde la machine approcher, passer devant lui, péniblement. Il la regarde avec cet air d'attention absorbée, avide peut-être, enfantine, qui révèle son éducation campagnarde. Elle passe. Il la suit des yeux, observe les wagons qui apparaissent, puis franchissent le sommet de la côte. Et soudain, pour la seconde fois ce jour-là, il voit un homme se matérialiser, pour ainsi dire, dans l'air vide, un homme qui court. Même alors, il ne comprend pas ce que Brown va faire. Il a pénétré trop avant dans la paix et dans la solitude pour se le demander. Il se contente de regarder Brown courir vers le train courbé, fugitif, et il le voit saisir l'échelle de fer à l'extrémité d'un wagon, sauter et s'évanouir comme aspiré par le vide. Le train accélère. Il regarde approcher le wagon où Brown a disparu. Il passe. Cramponné à l'arrière, dans l'intervalle des deux wagons, Brown, debout, la tête en avant, inspecte les buissons. Ils s'aperçoivent tous les deux au même moment. Les deux visages, l'un doux, impersonnel, sanglant, l'autre mince, harcelé, désespéré, tordu en ce moment en un cri étouffé par le fracas du train. Et, suivant des orbites opposées, ces deux visages se croisent, semblables à des fantômes, à des apparitions. Byron ne pense toujours pas, nom de nom, dit-il avec un étonnement puéril, presque extatique, sûr qu'il sait comment on saute dans un train. C'est sûrement pas la première fois qu'il le fait. Il ne pense pas du tout. On croirait que le mur mouvant des vieux wagons défraîchis est une digue derrière laquelle monde, temps, espoir invraisemblable et indéniable certitude attendent, lui réserve encore quelques minutes de paix. Bref, quand le dernier wagon est passé, rapide maintenant, le monde s'élance sur lui comme un fleuve débordé ou un raz-de-marée. Et c'est si monstrueux, si rapide que la distance, le temps s'y perdent. Il n'est donc pas question de reprendre le même sentier. Il conduit sa mule par la bride et ce n'est qu'au bout d'un grand moment qu'il songe à l'enfourcher. Il semble qu'il s'est déjà et depuis longtemps dépouillé de lui-même, qu'il attend déjà devant la cabane l'instant où il pourra se décider à entrer. Et alors je resterai là et je... Il essaie de nouveau. Alors je resterai là et je... Mais il ne peut aller plus loin. Il est sur la route maintenant. Il approche d'une charrette qui arrive de la ville. Il est environ 6 heures. Il ne renonce pas cependant. Même si je n'arrive pas à faire davantage, quand j'ouvrirai la porte, quand j'entrerai et je resterai là. Et alors je pourrai la regarder, la regarder, la regarder. De nouveau, la voix parle. Agitation, je suppose. Quoi ? Dit Byron. La charrette s'est arrêtée, il est tout près. Sa mule s'est arrêtée aussi. Sur le siège, l'homme se remet à parler de sa voix monotone et géniarde. C'est bien ma veine, juste au moment où je m'apprêtais à rentrer chez moi. Je suis déjà en retard. Agitation ? Dit Byron. Quelle agitation ? L'homme le regarde. À en juger par votre figure, on dirait que vous vous êtes trouvé vous-même dans quelque agitation. Je suis tombé, dit Byron. À propos de quoi l'agitation en ville ce soir ? Je pensais bien que vous ne deviez pas savoir. Il y a 1 heure environ. Ce nègre, Christmas, on l'a tué. Et c'est la fin du chapitre 18. J'avais un petit peu de mal, pardon, j'ai ri. Pas du tout pour linoléum. J'ai hésité, je crois que c'est linoléum, mais... Et ça m'a fait rire, en plus, ils n'arrêtaient pas de le répéter, ce mot. Voilà. Il y a une image qui était sur le fait de se retourner, vous savez.
Ah non, c'est pas ça que j'avais noté, mais à un moment, il me parlait que se retourner ou non, ça revenait à la même chose. Et puis finalement, après, il décide de se retourner et c'est là qu'il voit Lucas. Alors du coup, il s'appelle Bunch ou Birch? Je ne sais plus. Mais en tout cas, Lucas fuir. Et vous savez, souvent, quand vous êtes avec une personne dans une relation amoureuse au tout début, enfin une rencontre, on va dire plutôt une rencontre, mais qui pourrait être amoureuse ou non, ou même après, ça dure souvent. Le mieux, c'est quand ça dure tout le temps, mais il y a ce moment où vous vous séparez pour des tas de raisons. Vous devez rentrer chez vous, une personne doit aller travailler, peu importe.